Bonjour, je suis directeur de l'école de guerre économique à Paris et aussi directeur associé d'un cabinet en intelligence économique et en lobbying qui s'appelle Spin Partners. Alors la thématique de ma cartographie, c'est de partir de l'ONG N214 pour la resituer dans une problématique beaucoup plus large qui est comment essayer de discerner les liens éventuels entre une démarche sociétale et d'autres démarches potentielles qui sont beaucoup plus de nature économique, liées à un débat de fond très important, comment nourrir la planète à l'horizon 2050, etc., et notamment sous l'aspect filière viande. Alors, quand on a travaillé sur L214, l'intérêt de la cartographie, c'est bien entendu de cerner au-delà du monde activiste que ça représente, de la pertinence même de l'action d'une telle ONG, puisque elle a été connue notamment par ses prises de vue plus ou moins clandestines à l'intérieur d'abattoirs pour dénoncer des conditions de traitement et de mauvais traitement à l'encontre d'animaux. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre si c'était simplement un travail d'ONG classique ou si derrière ce travail d'ONG classique apparaissaient d'autres problèmes. Et en fait, la cartographie est très très utile parce que L214 doit communiquer tout à fait légalement les fonds qu'elle reçoit, par exemple. Et en travaillant sur l'aspect financier, on s'est rendu compte que les fonds versés à L214 n'étaient pas simplement les dons classiques venant de citoyennes ou de citoyens qui partagent sa cause, mais on voyait apparaître d'autres structures, et notamment une fondation américaine qui a versé plus d'1 million d'euros. Et cette ouverture sur la fondation en question, ça nous a bien entendu interpellés, parce que le caritatif, on peut le comprendre quand c'est quelques milliers d'euros, etc. Quand ça commence à être une somme conséquente, obligatoirement, dans le domaine de l'intelligence économique, et très logiquement, on se pose la question, pourquoi telle fondation verse-t-elle une telle somme à une ONG française, puisque la fondation n'était pas française. Et en travaillant avec l'outil cartographique, on s'est rendu compte que cette fondation ne venait pas de nulle part, qu'elle s'insérait elle-même dans un paysage d'acteurs, et ce paysage d'acteurs nous a fait comprendre que derrière une simple démarche de protestation contre des traitements, des mauvais traitements concernant les animaux, en fait, il y avait un jeu de poupées russes, et c'est ça le grand intérêt de la cartographie, c'est d'essayer de reconstituer ensuite les différents échiquiers sur lesquels interagissent des parties prenantes. Et là, en fait, grâce à la cartographie, on a identifié au moins 2 échiquiers, in fine 3, mais je vais commencer par les 2. Les 2, c'était quoi? C'est d'un côté la société civile, et de l'autre, le monde économique, appelons-le concurrentiel. Et dans ce monde concurrentiel, il y avait la filière viande traditionnelle d'un côté, et les nouveaux entrants. Et les nouveaux entrants, c'était qui? C'était à la fois des gens de la Silicon Valley. Le PDG de Microsoft n'avait pas hésité à dire dans une communication publique que les 10 technologies d'avenir, une des 10, c'était substituer à la viande. Donc on est très loin de son milieu à lui. Mais il arrivait avec un discours en disant « nous allons aider l'humanité à mieux se nourrir ». La filière viande traditionnelle ne pourra pas le faire avec ses moyens de production classiques. Donc nous arrivons avec les technologies de l'information alliés à d'autres acteurs de l'agroalimentaire, etc., notamment américains, pour créer un nouveau produit, ce nouveau produit étant le substitut à la viande, si on le qualifie ainsi. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que sur l'échiquier concurrentiel, si on se limite à la lecture de cet échiquier, on voit quelque chose de classique, c'est-à-dire une filière traditionnelle et un nouvel entrant qui bouleverse les termes du marché, en n'arrivant pas tellement comme un concurrent classique qui cherche à vendre ses produits pour se substituer à d'autres,
avec des problèmes de coût, de qualité, je mets le mot entre guillemets, etc. Mais comme quelqu'un qui arrive avec une démarche humaniste pour venir au secours d'une population et non pas de consommateurs afin de l'aider à survivre d'une certaine manière aux défis du monde à venir. Là où ça se complique, et c'est là où il faut revenir à l'outil cartographique, c'est quand on voit que dans ce milieu-là, il n'y a pas que des entreprises, il y a des liens avec justement un tissu sociétal, notamment aux États-Unis, un tissu politique même, puisqu'on voit apparaître des gens du Parti démocrate américain, et notre travail, nous, dans le domaine de l'intelligence économique, c'est d'essayer de comprendre si ces liens représentent des enjeux et éventuellement des rapports de force. Et en fait, l'étude a démontré qu'on avait 3 échiquiers, le concurrentiel, ce que j'appelle l'échiquier expertise et l'échiquier sociétal. Et sur le concurrentiel, on va voir que par la cartographie, il y a des liens avec l'expertise. Alors l'expertise, c'est quoi? C'est des experts qui commencent à critiquer les défauts de la filière viande traditionnelle, notamment sous l'angle de la santé et de l'environnement. Et que sur l'échiquier sociétal, ce sont des activistes qui appuient là où ça fait mal sur les contradictions les plus scandaleuses à l'intérieur de cette filière viande de quelques acteurs. Les abattoirs ont été filmés notamment les exactions commises contre des animaux. L'intérêt pour nous, c'est que l'outil cartographique va nous permettre de mener des investigations beaucoup plus poussées pour voir au second degré, disons dans le dessous des cartes, pour reprendre le thème d'une émission célèbre qui était diffusée par Arte, est-ce qu'il y a des liens qui ne sont pas simplement factuels, mais qui expliquent une situation stratégique beaucoup plus complexe et qui montrent qu'en fait, il y a des intérêts économiques, que ces intérêts économiques entre l'ancien marché, filière viande classique, le nouveau marché, nouveaux entrants par substitut à la viande, il peut y avoir pas simplement une compétition classique concurrentielle, mais une logique d'encerclement cognitif, puisque c'est bien dans cette perspective-là que nous nous situons, nous, qui va consister à envoyer un certain nombre d'informations à partir de supports neutres, les experts, ou supports engagement militant, la société civile, pour critiquer, pour montrer les failles, pour les grossir, parce que là, il ne s'agit pas d'ordre grandeur, il s'agit de phénomènes informationnels avec l'émotion qui va derrière, sans qu'on puisse au départ comprendre que toutes ces attaques informationnelles, ben, finalement, servent une cause, celle des nouveaux entrants, avec leurs nouveaux produits, etc. Donc, pour essayer de bien situer la situation telle qu'elle se produit, non pas en la voyant au premier degré, mais en l'analysant au deuxième, voire au troisième degré, l'outil cartographique est absolument fondamental. Alors il est utilisé de plus en plus et de manière, je dirais, effectivement systématique. Pourquoi? Parce que un des éléments d'analyse aujourd'hui pour rentrer dans des situations complexes, c'est d'établir des liens qui sont souvent d'ailleurs des liens identifiables, comme on dit dans notre jargon, par sources ouvertes. Et c'est à partir de ces liens qu'on peut creuser pour voir de plus en plus profondément entre le suivi du tel individu par rapport à tel autre. Là, on passe dans le domaine qui nous est cher, notamment à l'école des guerres économiques, c'est le domaine de l'OSINT, c'est-à-dire la recherche de l'information, aussi bien par sources humaines que par tout ce qui est numérique. Et là, ce croisement en fait d'informations qui découle de cette espèce de cartographie initiale qui va elle-même devenir de plus en plus pointue parce qu'on va en décliner un certain nombre pour préciser justement l'interaction des liens entre tel ou tel acteur. Rappelez-vous les 3 échiquiers dont j'ai parlé tout à l'heure. 3 échiquiers qui apparemment
sont dissociés, le concurrentiel, l'expertise et la société civile. Et quand on commence à travailler notamment avec ces notions de cartographie, eh bien, on va voir que la dissociation n'est plus aussi évidente, qu'il y a des liens, je ne vais même pas dire cachés, mais non affirmés et non revendiqués, et que lorsqu'on commence à travailler sur ces liens-là, on va travailler sous l'angle de l'intelligence financière, on va travailler sous l'angle de l'intelligence de l'innovation, on va travailler aussi parfois sous l'angle de l'intelligence juridique, et on va comprendre qu'il y a en fait en surface quelque chose de simple, c'est-à-dire l'activisme d'une ONG dont la légitimité est de dénoncer des malversations contre des animaux, et en profondeur, des choses beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire des enjeux marchands, des déstabilisations informationnelles où on est à la limite de la distorsion de concurrence, où la filière initiale n'est pas forcée de voir ce qui lui arrive et de le comprendre, et enfin, cette problématique de plus en plus forte aujourd'hui, qui est l'interaction de la société civile sur le monde économique, avec tantôt une raison tout à fait pertinente de le faire, mais si cette raison cache, hélas, des intérêts qui, eux, sont beaucoup plus, je dirais, amoraux ou immoraux, je ne sais pas quel est le bon adjectif, toujours est-il que nous avons intérêt à comprendre, à la fois pour servir de lecteur le plus précis possible des phénomènes informationnels, et j'insiste encore une fois, l'outil cartographique est un élément absolument essentiel dans la manière dont nous déroulons ensuite les raisonnements. Alors oui, bien sûr, à l'école de guerre économique, on travaille beaucoup sur ces questions-là depuis le début de notre activité, c'est-à-dire depuis la fin des années 90. Et on a travaillé notamment sur l'énergie pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer entre des débats de société, par exemple, ce qui est apparu à travers le mouvement antinucléaire, des enjeux économiques liés au débat de société et, in fine, la cohérence des argumentations, puisqu'on découvre en 2021 que la transition écologique, c'est pas si évident, que les nouvelles technologies ou les nouvelles pistes sont plutôt dans l'intermittence et pas dans la fourniture continue. Et cerise sur le gâteau, ce qui est très important, c'est qu'on voit en plus que les tentatives de substitut au nucléaire génèrent des solutions cachées de pollution et de fabrication de CO2 de manière conséquente qui contribuent au réchauffement climatique. Donc quand on veut essayer d'y voir clair à travers un gros parasitage informationnel, on peut l'appeler ainsi, qui masque d'autres réalités, on en revient aux cartographies. Et on en revient aux cartographies pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'histoire du mouvement antinucléaire, il y a une complexité qui repose sur des points d'entrée qu'il est nécessaire justement de cartographier. Le mouvement antinucléaire en Europe naît non pas pour des raisons d'industrie nucléaire civile, mais à travers le débat fin de la guerre froide sur les euromissiles. L'Union soviétique et la RDA jouent un rôle très important dans l'émergence de ce courant antinucléaire qui au départ avait une vocation purement militaire sur l'équilibre de la terreur au niveau du risque de déclenchement du feu nucléaire. Et on le voit évoluer dans le temps, notamment en Allemagne. La création du Parti des Verts est liée à cela. Et la remise en question du nucléaire civil en Allemagne est liée aussi à cela. Et si on commence à cartographier, on va voir que les accords bilatéraux sur le gaz passés entre l'Allemagne et la Russie, eh bien c'est une autre voie où la Russie a des intérêts très importants pour exporter son gaz vers l'Europe, et l'Allemagne en particulier. Donc, si on ne cartographie pas les parties prenantes, les enjeux, si on ne différencie pas les différents niveaux du débat, si on ne voit pas clair sur les liens, par exemple, qui se créent entre des mouvements
au départ très groupusculaires au sein de la société civile. Je reviens sur le mouvement de contestation qui est apparu en Allemagne durant la guerre froide et qu'on va voir se développer jusqu'à aujourd'hui et qui va évoluer. Et là aussi, il faut des cartographies pour mieux cerner qui dépend de qui et rien n'est forcément transparent, loin de là. Et c'est cette étude de la complexité à travers les liens qui va nous permettre justement de faire ressortir des lignes de force qu'on ne voit pas comme ça au premier degré. Donc c'est pour nous fondamental, on n'a pas travaillé sur l'énergie, hein. Il y a beaucoup d'autres sujets qui nous amènent à utiliser ce type de méthodologie, mais j'insiste lourdement sur l'usage central de la cartographie. Pour nous, il est fondamental que les structures concernées par de tels débats ou de tels enjeux soient lucides. Moi, ce qui me met en alerte rouge par rapport à ça, c'est quand je vois des individus qui s'autoproclament experts, qui ne le sont pas, ou des structures société civile qui protestent et qui commencent disons, à sortir du cadre initial, c'est-à-dire où certains membres de cette société civile savent très bien que ces versements d'argent ne se font pas comme ça, qu'il y a des raisons cachées derrière, et ils ne s'en offusquent pas, et je dirais qu'ils font semblant d'oublier ces raisons cachées. Donc déjà, c'est pour nous hyper important de clarifier les termes d'un débat, de situer les différents enjeux autour d'un tel débat. Et vous avez bien compris que les médias classiques ne prennent pas le temps pour rentrer dans ces sous-couches informationnelles qui sont hyper importantes pour comprendre le fil conducteur du jeu des acteurs. Donc j'en reviens aux cartographies, et c'est pas un hasard si l'outil cartographique développé par exemple comme une société du type GeoTrend, avec qui on entretient des liens bien entendu, nous permettent à nous, dans le domaine de l'intelligence économique, de travailler plus rapidement, de creuser, de rentrer sur d'autres dynamiques, d'améliorer l'outil d'une certaine manière ou son usage afin de mieux comprendre et de revenir vers le débat et de jouer un rôle, je pense, très utile pour sortir de l'émotionnel strict, mais éventuellement de la manipulation aussi, qui s'appuie sur l'émotionnel, et essayer de comprendre de la manière la plus claire possible quels sont les enjeux cachés, hélas, qui peuvent exister et qui sont absolument nécessaires à identifier.